ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, je rencontre Chloé et Adeline. Ils ne m'ont pas donné rendez-vous dans un labo, dans un bureau ou même dans un café, mais bien dans un petit bois entre Uccle et Forêt. C'est vrai que pour parler des renards, c'est plutôt cohérent. Je les attends en profitant du soleil qui traverse les feuilles. Franchement, cet endroit, c'est un îlot de verdure au milieu des embouteillages de la ville. Ah, les voilà. Bienvenue dans Savoir Partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Après quelques pas dans leur laboratoire à ciel ouvert, on se pose au chaud autour d'un café. Moi, je m'appelle Chloé Namias-Vandenberg et je fais une thèse sur les renards roux en région de Bruxelles-Capitale depuis maintenant 3 ans. Et j'ai fait des études de littérature française et romane. Et puis, j'ai fait un deuxième master en sciences et gestion de l'environnement. Moi, je m'appelle Adeline Fischer. J'ai fait, comme Chloé, des études de romane. Et maintenant, je fais de la bande dessinée. Et j'ai sorti ma première BD il y a 2 ans, qui s'appelle L'été du vertige. Chloé et Adeline se sont donc rencontrés pendant leurs études. Et quelques années plus tard, ils ont réalisé ensemble une bande dessinée intitulée « Une ville de renards ». Et si on s'est donné rendez-vous ici, c'est parce que c'est dans ce bois que vivent les renards que Chloé observe et qu'Adeline dessine. Mais avant de discuter de comment mettre la science en image, il fallait que je sache comment cette aventure était née. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire une BD avec Chloé. Elle m'avait beaucoup raconté toutes les étapes de sa thèse déjà avant qu'elle commence officiellement à travailler dessus. On savait qu'on travaillait bien ensemble, qu'on avait fait des chouettes travaux universitaires. Et il y a eu le concours Dessine ta thèse qui a été créé. Et on s'est dit que c'était l'occasion. Et donc, Dessine ta thèse, c'est ça ? C'est quoi ce concours ? Alors, c'est un concours qui avait été lancé l'année précédente, en 2022. Et donc, c'est une doctorante, je pense, de l'ULB, qui avait l'idée de lancer ce concours et qui s'adressait à tous les doctorants, doctorantes. Et donc, le but, c'était de vulgariser sa thèse en bande dessinée, soit de le faire soi-même pour les gens qui peuvent avoir des compétences pour scénariser leur recherche ou pour dessiner, soit de travailler en collaboration avec un ou une artiste. Et donc, moi, j'avais vu passer ce concours dans mes mails. Et j'aurais pas fait ça toute seule parce que c'est plus le côté scénarisé, la recherche que j'aurais jamais pu faire ça. Puis je dessine pas très bien non plus. Mais donc je m'étais dit, en fait, si Adeline n'avait pas voulu le faire avec moi, je l'aurais pas fait. Mais donc là, je l'avais un peu proposé à Adeline. Je savais qu'il venait de terminer sa première BD. Et en fait, on est très amis. Et donc, je savais que c'était un moment, entre guillemets, de creux où il cherchait des nouveaux projets. Donc, ça pouvait être l'occasion. Et s'il m'avait dit non, j'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre que Adeline. Tout est donc parti d'une amitié et d'une opportunité. Je ne connaissais pas du tout ce concours Dessine ta thèse, mais je trouve ça top. On devrait peut-être créer un Dessine la science ? Ça fait 3 minutes qu'on discute et cette rencontre me donne déjà des idées. Mais je m'égare. Chloé me tend le résultat de leur travail que je feuillette délicatement. En fait, c'est pas une BD, c'est carrément un objet artistique. Loin des bandes dessinées cartonnées et imprimées par centaines sur d'immenses machines, ici, c'est de la BD artisanale. 8 planches imprimées en risographie. C'est une technique de reproduction par pochoir. C'est une BD qui vulgarise mes recherches. Vulgariser n'est pas vraiment le bon terme, hein. C'est une illustration d'un aspect de ma recherche. En fait, ça date du début de ma recherche, hein. On l'a faite après ma première année de recherche. L'idée, c'était peut-être d'en faire d'autres numéros, d'ailleurs. Et donc, en fait, moi, ma recherche, elle est déjà assez visuelle, entre guillemets, parce que je travaille sur les renards à Bruxelles. Donc déjà, c'est facile à imager, en fait. Quand j'en parle aux gens, souvent, ils comprennent assez vite ce sur quoi je travaille. Et il y a vite des images qui viennent en tête, les renards la nuit, une cité-jardin, des gens qui les nourrissent. Et ensuite, dans ma recherche, j'ai fait des observations de renards avec des jumelles. J'ai pris au départ pas mal de photos pour essayer d'identifier les renards. Et puis là où j'ai énormément d'images, évidemment, c'est dans la pose de caméras de chasse. Donc j'avais placé 10 ou 12 caméras de chasse
pendant 2 ans, qui ont récolté 30 000 vidéos de renards de 30 secondes. Ces caméras me permettent un peu d'accéder aux lieux secrets et intimes des renards. Et ensuite, la dernière chose qui est illustrative, c'est qu'en fait, il y a des histoires qui se passent sur mon terrain. Donc, si je comprends bien, l'image faisait déjà partie intégrante de la recherche avant même d'avoir l'idée d'une BD. Mais bon, je me doute bien que l'objectif de Chloé, ce n'était pas de créer la plus grande banque d'images de renards du monde. Mon but dans ma recherche, c'est de raconter des histoires sur les renards. Alors, l'idée, c'est un peu de créer des biographies des renards individuels et aussi des récits des groupes sociaux pour montrer, par exemple, comment les groupes évoluent s'il y a un renard qui meurt ou qui part. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des renards qui vont partir, d'autres qui vont venir? Souvent, il y a des choses qui se passent, il y a des événements. Et moi, mon but, c'est de reconnaître les événements et les incidents et ensuite de les raconter. Pour raconter ces événements et ces incidents, j'ai dû faire des observations de terrain. Mais là où sa recherche prend une autre tournure, c'est que loin de rester observatrice invisible, pour étudier ces animaux vivant en milieu urbain, Chloé a été obligée de trouver sa place dans l'écosystème qu'elle étudiait. Et donc, moi-même, j'ai pris une place sur le terrain avec les renards et avec les gens et dans la rue la nuit, ce qui est aussi très générateur d'histoires. D'ailleurs, c'est une de ces histoires que raconte la bande dessinée. J'étais en train de suivre un renard qui s'appelle Plume, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et donc, à l'époque, c'était vraiment les tout débuts. Ça faisait 6 mois que je les suivais. Et c'est une femelle que j'avais facile à suivre parce que, justement, elle est très, très facile à reconnaître. Donc, à ce moment-là, j'avais pas encore placé les caméras et je reconnaissais seulement les renards un peu plus âgés qui avaient des cicatrices. Et elle, c'est un peu une bagarreuse. Donc, elle a des cicatrices partout sur son visage. On l'a d'ailleurs, Adeline l'a bien montré dans la BD. Et donc, je suivais cette femelle. Et à un moment, je vois ces renards, donc à 50 mètres de moi, qui s'arrêtent et qui regarde en direction d'une petite ruelle sombre que j'aurais jamais prise si elle s'était pas arrêtée là. Et vraiment, elle s'arrête assez longtemps pour que je me dise qu'il y a quelque chose dans cette ruelle. Et quand elles partent, donc je vais voir, et là je vois effectivement au loin, dans le noir, une forme allongée au sol. Donc je m'en approche, et là je vois qu'en fait c'était un résident d'un des immeubles à appartements qui était sorti de chez lui, assez confus, et qui était tombé. Il était 3 ou 4 heures du matin, il faisait vraiment assez froid, c'était en automne, il faisait moins de 5 degrés, et donc il était en état d'hypothermie avancée. Donc j'ai appelé les secours qui sont venus, et là il y a aussi la police qui est venue tout de suite, parce qu'en fait ça faisait des heures et des heures qu'ils le cherchaient, et c'est une petite rue vraiment pas accessible, personne pense à aller là-bas, c'est derrière un garage. Après, il y a aussi la famille qui est venue, qui était très soulagée de l'avoir enfin trouvé. Et donc, quand je suis partie, il y a une policière qui m'a dit dis donc, heureusement que vous êtes là, parce que sinon, il serait mort. Je sais pas comment vous avez fait pour le trouver. Et moi, ce que je lui ai répondu, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les renards. Parce que si eux avaient pas regardé dans cette direction, j'aurais jamais regardé non plus. Donc ça, c'est le fil rouge qu'on a choisi de déployer dans la BD. Et à partir de là, on fait 2 autres récits, mais c'est le récit principal. Et donc, comment vous avez décidé de partir de cet événement-là ? En fait, Chloé m'avait raconté cette histoire et je l'avais trouvée hyper évocatrice, très prenante. Et donc, quand on s'est demandé comment on allait créer ce récit, ça m'est venu assez rapidement de me dire, oui, en fait, cette histoire-là, c'est une bonne accroche et ça permet de montrer aussi un peu le point de vue de Chloé sur sa recherche. Adeline a donc trouvé une anecdote, une histoire forte comme porte d'entrée vers le savoir scientifique. Et ça, c'est l'essence même du storytelling au service de la science. Je les écoute et j'ai toujours les 8 planches entre les mains et un dessin en particulier attire mon attention. En fait, on a un dessin qui est en noir et blanc et le renard qui est en orange. En fait, on voit surtout le renard. Et toi, Chloé, qui observe le renard, on te voit en arrière-plan parce que toi, au contraire, tu te fonds dans le noir et blanc dominant. Là, mais c'est cette posture-là, c'est cette posture d'observatrice qui se met en retrait et au premier plan, le renard que vous avez voulu rendre dans... Alors, c'est ça, mais en fait, là-dessus, Adeline a eu une intuition fabuleuse parce que moi, je lui ai pas donné d'indication là-dessus. Et pourtant, il m'a dessiné, alors certes en arrière-plan, mais je figure quand même dans la BD. Parce qu'on aurait pu choisir de faire une BD sur les renards sans faire figurer la chercheuse qui est derrière. Et pourtant, dans ma recherche, comme il y a un côté qui est assez proche de l'anthropologie, pour moi, c'est assez important de tout de même figurer dedans, parce que c'est, entre guillemets, mon corps sur le terrain qui me permet d'accéder à ces informations et qui a aussi des conséquences sur le terrain, aussi bien au niveau des lieux que des gens que des renards. Donc, c'est important quand même de montrer ce corps. Ouais. Et donc ça, on n'en avait pas forcément explicité, mais je pense que Adeline connaît tellement bien mes recherches, et on a tellement parlé de ça que c'est
une intuition que tu as eue de me dessiner et de me mettre en scène. En fait, il y a un effort de mise en scène. Et en fait, on aurait même pu pousser le truc encore plus loin et te mettre en scène quand tu venais observer les renards pour faire la BD. Ouais, ça aurait fait beaucoup d'infos, mais... mais ouais, ça me semblait super logique. Et aussi, ça permet pour les lecteurs et lectrices d'avoir un intermédiaire dans le récit et de s'identifier à la personne qui observe. Ça donne un accès au renard. C'est un peu une mise en abîme de la recherche et de la chercheuse, en fait. Mais est-ce qu'il existe une recette toute faite pour faire un bon scénario de BD ? C'est quoi les ingrédients parfaits ? Ça va vraiment dépendre des personnes qui créent la bande dessinée. Mais pour moi, il faut vraiment que ce soit prenant et que ce soit intriguant. C'est-à-dire qu'on ait envie de tourner des pages et que ça soit très lisible et très compréhensible assez rapidement. Qu'on ne se pose pas de questions de compréhension pour pouvoir vraiment accéder directement à ce que ça nous fait ressentir. Ce qui était quand même un peu un challenge ici, parce que c'est quand même une BD qui transmet beaucoup d'informations très concrètes et qui permet quand même un apprentissage. Enfin, en tout cas, c'est des choses qu'on ne connaît pas déjà. Et donc, pour moi, le challenge, ça a été un peu de réussir à en faire quelque chose dont on n'est pas surchargé par l'information en lisant, quoi. Ça veut dire que tu as dû faire des choix dans ce que racontait Chloé pour se dire, ok, mais moi je fais abstraction de ça, je vais garder que ça et ça comme élément. Ouais, complètement. Je pense que j'ai dû enlever beaucoup de choses. Mais ça, c'est aussi le travail de BD, c'est beaucoup de... On a plein d'idées et puis on enlève des choses, on choisit et puis on diminue jusqu'à arriver au résultat final, quoi. Et ça, c'est facile à vivre, Chloé ? Non. Moi, j'amène toujours de nouvelles informations et Adeline essaie de me limiter dans les informations que j'essaie de mettre dedans. Et puis surtout, je voulais que tout soit, même au niveau des informations qu'on avait choisi de mettre, moi, je voulais qu'elles soient les plus précises possibles et qu'il n'y ait aucune erreur. Et donc ça, il y a eu pas mal de discussions sur des détails que moi je voulais ajouter juste pour être sûre que tout le monde comprenne bien mon propos. Et elle me disait non mais t'inquiète, on va comprendre, t'es pas obligé de rajouter cette phrase pour qu'on comprenne la précédente. Donc ouais, il y a un peu du lâcher prise aussi et j'ai dû quand même faire confiance. Ça, c'est un truc qui revient pas mal. Une collaboration entre un artiste et un scientifique, c'est beaucoup de négociations et de lâcher prise. Il faut savoir faire confiance avec quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et je comprends que ce ne soit pas facile. Ce qui me fascine aussi dans ce travail, c'est que Chloé a réalisé la bande dessinée alors qu'elle entamait à peine sa thèse de doctorat. C'est assez audacieux de se lancer dans un projet de médiation scientifique comme toute première publication d'une carrière. Mais pour elle, c'était plutôt une belle opportunité. En fait, finalement, ça m'a bien aidée parce que sur le terrain, donc avec les personnes qui sont pas du tout du milieu académique, donc c'est un outil que j'ai pu partager avec les gens, que ce soit les gens qui, par exemple, m'ont aidé en faisant des entretiens sociologiques, qui nourrissaient des renards et qui étaient d'accord que je vienne discuter avec eux ou faire des observations avec eux. Soit je les ai remerciés en leur offrant cette BD, soit c'était une entrée en la matière, je leur expliquais, voilà, si vous lisez cette BD, vous allez un peu comprendre de quoi ma thèse parle. Et en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'un truc scientifique. Et je trouve que c'est aussi plus réciproque. Moi, ma thèse, elle parle des gens et elle parle des renards. Et donc, j'avais pas envie que ce soit cloisonné, que ce soit inaccessible aux gens. Donc, en donnant cette BD comme une entrée en la matière de ma thèse, en fait, ça permet déjà d'avoir une ouverture et de montrer que le monde académique, en tout cas, de la façon dont moi je le fais, il est perméable aux gens qui participent à cette recherche. Chloé l'a aussi distribué à des collègues biologistes ou sociologues qui, selon elle, l'ont vu comme un oiseau bizarre. Ils trouvaient l'objet très réussi, mais ils ne comprenaient pas nécessairement pourquoi elle avait écrit une bande dessinée. Et c'est vrai que la question se pose. Avec toutes ces vidéos et ces photos, sa recherche était déjà si visuelle. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé de plus dans le dessin ? Mais je trouve que la bande dessinée, elle raconte quelque chose. Parce que, en fait, les matériaux que j'ai qui sont illustrés, c'est moi qui le raconte. Donc, c'est moi qui le raconte dans ma thèse. C'est-à-dire que je prends par exemple, je vais raconter un cas d'infanticide. Donc, je prends des images qui ont été faites d'un cas d'infanticide. Et après, j'ai fait un article scientifique qui parle de cet infanticide. Je reprends plein d'autres images et j'explique, voilà, le renard a fait ça pour telle et telle raison, il était mis sous tension, etc. Mais ça, c'est publié dans un article scientifique. Finalement, je m'appuie sur les images, mais la BD, elle va beaucoup plus loin que ça parce que la BD, c'est un récit.
avec une mise en image de quelques histoires particulières qui sont cibles. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile, quoi. En fait, c'est l'équivalent de si quelqu'un me pose une question, raconte-moi l'histoire de ce renard-là, et que pendant 15 minutes, je fais un exposé d'une biographie de renard, mais là, il y a un objet concret, c'est plus agréable, les gens peuvent le lire quand je suis partie ou quand ils le veulent. Et c'est joli. Et moi-même, je me mets un peu à la place des gens et je préférerais vraiment avoir une BD sur la thèse de quelqu'un plutôt que si la personne me la raconte en vrai dans un moment où c'est pas forcément le bon moment pour moi de l'écouter. Là, je trouve que c'est un objet qui raconte une histoire, quoi, et on peut ouvrir cet objet quand on le souhaite. C'est vivifiant l'importance que met Chloé à transmettre ses savoirs. J'ai même presque l'impression que pour elle, avant d'être des données, des analyses, des hypothèses, des thèses et antithèses, les savoirs sont des histoires. Notre discussion me rappelle ma rencontre avec Olivier Courtine et Pierre Klein dans le prochain épisode. Ensemble, ils ont réalisé la bande dessinée Une histoire du droit international avec le dessinateur Gérard Bedoret. Eux aussi m'ont parlé de cette collaboration étroite. Je perçois la même complicité dans Une ville de renards. Adeline m'explique d'ailleurs qu'il ne s'est pas seulement basé sur des photos et des vidéos que lui a transmises Chloé, mais qu'il l'a aussi accompagnée sur le terrain. Ça m'a beaucoup impacté sur l'aspect graphique, le fait de venir sur le terrain et de capter plein de petites choses que j'aurais pas pu capter autrement, qui sont vraiment des détails en fait dans la bande dessinée, mais qui donnent vraiment quelque chose de plus concret. Et je crois que c'est important d'avoir des images assez concrètes pour happer les lecteurs et les lectrices, des petits trucs qui surprennent auxquels on s'attend pas. Par exemple, à un moment, j'ai accompagné Chloé chez une personne qui nourrit des renards. C'est une personne qui est vraiment fan des renards et elle collectionne plein de trucs. Donc déjà, son paillasson, il y a un renard dessus, il y a des mugs, il y a plein de petites choses comme ça. Et ça m'a donné l'idée d'en faire une case dans la BD où en gros l'idée c'est de dire il y a des gens qui adorent les renards mais il y a aussi des gens qui les détestent et donc on voit que cette adoration elle passe par plein de petits objets de collection, etc. Sinon il y a eu aussi l'idée dans la page centrale de la BD les cases sont en rond pour un peu représenter comme si on voyait à travers les jumelles de Chloé. Forcément, les images qu'on voit dans les ronds ne sont pas ce qu'on observe réellement dans des jumelles, sinon ça aurait été un peu ennuyeux à représenter et ça aurait pas été hyper prenant. Mais voilà, ça permet une narration un peu plus originale et ça permet de casser un peu la monotonie du récit et d'aller dans quelque chose auquel on s'attend pas. C'était facile, ceci dit, la sélection, parce que on évoquait le fait que Chloé, toi, tu avais tendance à donner beaucoup d'infos, d'aller très dans le détail et que Adeline devait aller à l'essentiel. Oui, complètement. Là, j'ai vraiment dû... j'avais plein d'idées de choses à représenter dans ces cases rondes, par exemple, et j'ai vraiment dû enlever jusqu'à trouver exactement les trucs à représenter dans le visuel aussi. Mais en fait, ça fait partie du travail de mise en page, de découpage, qui est un peu l'étape où on va choisir dans quel ordre les scènes se succèdent dans les cases, comment est-ce que les cases s'agencent sur la page, quel va être l'ordre de lecture entre les textes, les bulles, les dessins. Enfin, il y a plein d'aspects comme ça qui peuvent être pris en compte. Je me souviens de la première fois que tu m'as envoyé la première proposition de storyboard. C'était l'histoire qu'on avait racontée, mais c'était vraiment hyper différent c'était la première proposition que je lui ai envoyée. Moi, je pensais comme une scientifique, quoi. Donc, la façon dont je voulais raconter l'histoire était linéaire et un peu plate. Et en fait, quand Adeline m'a envoyé les storyboards, c'était très différent de ce que moi j'avais imaginé. C'était beaucoup plus vivant. Il y avait plein d'inventivité et de créativité auxquelles j'aurais jamais pu penser. C'est là que c'est intéressant de travailler à deux et de faire des ping-pong d'idées. Beaucoup de scientifiques décrètent que leur recherche n'est pas visuelle et qu'elle ne peut donc être transmise qu'en mots. Pourtant, on le voit encore ici. L'image peut être un outil de médiation puissant. Elle permet de dire des choses en plus ou différemment, de parler au cerveau de l'interlocuteur autrement. Mais peut-être qu'on ne peut pas tout traduire en images impactantes. Je me tourne vers Adeline pour lui poser franco la question. Est-ce qu'on peut traduire en images toutes les sciences ? Oui, je pense que ça se fait vraiment beaucoup de plus en plus. Je crois que la BD se prête vraiment très bien à ça parce qu'elle permet vraiment une infinité de
de jeu entre le texte et l'image qui permet par exemple, de citer ses sources sans devoir faire quelque chose de académique, on va dire. Ça permet de faire plein de petites choses qui sont très subtiles, mais en fait qui permettent de rendre l'information plus accessible. Et après, c'est vrai que les renards, c'est particulièrement plus facile à illustrer. Ok, donc si toutes les sciences peuvent se raconter en images, est-ce que pour autant, tous les scientifiques peuvent se lancer dans la BD ? Et est-ce qu'il y a des conseils qu'il vaut mieux entendre avant de se lancer ? Déjà, il faut être prêt à lâcher prise sur le fait qu'il n'y aura pas toutes les informations dans la BD. Et je crois que là, ce qui a aidé aussi particulièrement, c'est qu'il y avait une approche de récit déjà dans la thèse de Chloé. Donc aussi avoir une certaine sensibilité à la mise en récit et au fait d'accepter de perdre le contrôle de son sujet un petit peu. On n'est pas tenu de respecter à 100% une prise de vue qui existe. Enfin, on peut la remanier. La remanier, oui, la rendre malléable et la mêler avec plein d'autres infos par le texte et par la mise en page et tout ça, et par le récit. Donc, ce serait vraiment pas la même chose d'avoir une suite de photos que d'avoir une BD sous la main. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça me fait penser à la dernière planche. Mm-hmm. Le texte qu'il y a dans la dernière planche, ce sont des renards des villes, mais c'est aussi une ville de renards. Et en fait, c'est une planche que Adeline a faite, du coup, qui est pas du tout basée sur une photo, parce que c'est une vue plongeante, comme si c'était un drone qui avait pris une image du dessus, mais les bâtiments sont un peu déformés. Et en fait, on voit la famille de renards qui apparaît en orange dans le bois et qui est du coup pas du coup tout réaliste, parce que on les verrait pas d'au-dessus, puisqu'il y a des arbres qui les cachent. Et donc ça, c'est une planche 100% inventée quoi, dans ton esprit. La BD, elle est assez poétique. Et il y a aussi un peu de poésie dans ma recherche, en fait, que j'essaye de rendre compte même dans la thèse. Évidemment, la BD est plus poétique. Et du coup, je trouve que la planche finale, elle clôture la BD avec beaucoup de poésie et beaucoup de créativité. En fait, je ressens une vraie fibre artistique chez Chloé. Ça a dû clairement lui faciliter la tâche dans ce processus. Mais il n'y a pas que pour transmettre que Chloé explore ce fragile équilibre entre art et science. Ça l'a aussi aidé, très concrètement, pour atteindre ses objectifs scientifiques. Ça a clairement aidé ma thèse dans la prise de contact avec les gens et avec d'autres chercheurs. Ça facilitait les discussions. Ça a été un accélérateur, vu que j'étais au tout début vraiment de ma recherche. Le but, c'est de rendre ma recherche perméable aux gens qui ne sont pas du milieu scientifique, avec qui j'ai moins d'outils en fait, de dialogue. Parce que en fait, les articles scientifiques sont, surtout quand ils sont écrits en anglais, sont en fait inaccessibles à toute une série de gens qui n'ont même pas forcément l'envie de le lire. Il y a un côté assez rébarbatif, c'est très codifié aussi, la façon dont on fait les sciences et dont on écrit la science est très codifié. Mais la BD, en fait, ça me permet d'avoir des codes supplémentaires pour ouvrir le dialogue avec des personnes avec qui je dialogue pas forcément dans ma recherche, parce qu'en fait, finalement, quand on fait un doctorat, on nous apprend à intégrer les codes pour communiquer avec le monde scientifique, mais on nous apprend pas du tout à communiquer avec la société, avec le reste des gens, quoi. Je quitte Adeline et Chloé et je traverse à nouveau le bois. J'imagine Plume et les autres renards qui m'observent depuis l'ombre des arbres, comme dans la bande dessinée. La volonté de Chloé et d'Adeline d'enchanter la recherche académique pour lui donner un petit truc en plus me touche. Plus que ça, elle me donne envie de suivre son travail, d'en savoir plus, de comprendre sa démarche et d'attendre impatiemment ses prochaines aventures urbaines. Et ne serait-ce pas ça l'objectif de la médiation scientifique ? Rendre les gens curieux de science. Vous venez d'écouter l'épisode 5 de Savoir partager, un podcast de l'ULB disponible dans toutes les applications podcast. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.